Je vous demande de faire un retour en arrière et de me suivre un certain soir. J'ai connu la radio qui a dû arriver chez moi en 1937, à peu près, enfin, dans ces années-là. Alors, la radio, c'était quelque chose qui était un peu sacré. On l'installait sur une tablette hors de portée des enfants, généralement. Et dans toutes les maisons, il y avait une seule prise de courant pour la radio, et c'était sur une tablette sur console où on mettait ces postes qui étaient généralement des Ducreté, des choses comme ça, des Philips, des postes en hauteur, vous savez. Et alors, il y avait un petit tableau qui permettait de repérer les stations. Moi, mon souvenir d'avant la guerre, c'est qu'on entendait surtout des chanteuses avec des voix très haut perchées. Et j'avoue que j'ai toujours eu horreur de ce genre de voix. Je ne courais pas du tout après. Et quand on ouvrait la radio, c'est immédiatement ça que l'on entendait. Évidemment, moi, je ne m'intéressais pas tellement aux nouvelles. On a commencé à s'intéresser aux nouvelles quand, après Munich, après la déclaration de guerre même de 1939. Et alors là, en revanche, on écoutait. C'était évidemment Radio Paris, la propagande officielle du gouvernement français. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Dès 1940, ma famille avait pris soin de camoufler la radio. On avait peur que les autorités allemandes saisissent les radios. Il y a d'ailleurs, je pense, des endroits où ils l'ont fait. Et on avait caché la radio dans une chambre où on allait écouter. Et assez rapidement, nous avons écouté Radio Londres, qui s'écoutait, je crois, sur Radio Sautens, dans le Perche, c'est ce qui se captait le mieux, avec beaucoup de parasites, beaucoup de brouillage ensuite. Et je pense avoir entendu, dès la fin juillet 40, la répétition du message du général de Gaulle, que je ne dis pas que je comprenais vraiment ce qui se passait. Et après, pendant la guerre, les radios étaient, pour ceux qui en avaient été très écoutées, même certaines personnes s'équipaient. La vente des appareils de radio continuait, mais je crois qu'ils étaient rares. Il fallait certainement s'inscrire à l'avance pour avoir accès à pouvoir acheter un appareil qui était assez cher d'ailleurs. Et à la suite de la radio, d'ailleurs, les gens avaient sur le mur une carte d'Europe avec des épingles et des petits fils pour montrer surtout la reculade allemande à partir de Stalingrad. Et puis ensuite, la radio a éclaté, évidemment, à la Libération, où tout le monde écoutait, même là on écoutait dans la rue, c'était devenu, pour les gens qui n'avaient pas de radio, il y avait les gens, on entendait les radios, quand on passait d'une maison à l'autre, on entendait les radios. Les informations étaient très écoutées. Puis la variété a eu justement davantage peut-être de choses différentes, de choses variées. C'est vraiment devenu de la variété. Alors qu'il me semble qu'avant la guerre, c'était vraiment un certain nombre de chanteurs qui monopolisaient. Moi, je sais que ça ne me plaisait pas du tout. Mes chers auditeurs, nous vous présentons aujourd'hui notre premier journal d'actualité sonore radiophonique. Je suis rentré à la Radiotechnique le 7 février 1966, à la Radiotechnique de Nogent-le-Rotrou, une usine qui venait de se créer depuis une dizaine d'années à peu près. Et je suis rentré comme technicien. J'ai commencé au tout début à faire du dépannage de châssis de téléviseurs. Et très vite, on s'est mis à construire un nouveau téléviseur, le premier téléviseur Philips à transistor. Et j'ai travaillé dessus au dépannage. Après, sur ces entrefaites, la télévision couleur a commencé à émerger. Donc, je suis parti m'occuper des premiers bancs de test, parce que là, j'étais en fabrication. Maintenant, je suis rentré au service qui s'appelait à ce moment-là Mesure, qui est un service d'entretien et de mise en route du matériel pour contrôler toutes ces platines, tous ces ensembles. Et voici le carrosse extraordinaire, dans lequel nous apercevons sa très gracieuse majesté. Et vers les années 68, on a mis en route le premier téléviseur couleur qui s'appelait TVC3. Et qui était une usine à gaz.
très très lourd, très gros. C'était les premières grandes séries de fabrication de Philips, au moins sur la France, je ne sais pas sur l'Europe. Hein. À la radiotechnique de Nogent-le-Rotrou, le but de l'entreprise, c'était de faire des sous-ensembles qui, à 80%, étaient assemblés à Dreux, à l'usine Poste de Dreux. Donc on faisait la partie basse de temps, la partie chroma et la partie HF. Tout ça, ça partait en camion et c'était monté à l'usine de Dreux qui était spécialisée dans l'assemblage des postes et la finition. Alors à Nogent, en 1974, au moment du choc pétrolier, il y avait 1510 personnes à l'effectif et à peu près 1400 personnes au travail. Alors l'usine a fermé en juin 91. Philips, qui est hollandais, fabriqué sous la marque Philips, sous la marque Radiola. Et puis il y avait des sous-marques Nogamatic, puis d'autres sous-marques qui écoulaient du matériel de chez Philips. Mais des fois même que des composants, on en trouvait, il y avait des platines qu'on trouvait dans d'autres marques. Les premiers téléviseurs couleurs, on nous disait à l'usine, il fallait 3 téléviseurs pour le prix d'équivalent d'une 4L. Quand on a démarré la fabrication des téléviseurs couleurs. Maintenant, on peut comparer. Peut-être qu'avec les grands écrans plats, encore même pas. 2, 4, 6, si. Une Twingo avec 3 grands écrans plats, on peut faire la comparaison à l'heure actuelle. Mais c'est tout. Comme j'étais rentré à la radiotechnique, au bout d'1 an, on avait le droit d'avoir un poste à prix relativement intéressant. Donc j'ai acheté un poste et puis il a été installé à Condé pour le Noël 67. Ah oui, il y avait 5 colonnes à la une, ça c'était très intéressant. Il y avait quelques émissions comme ça, puis les actualités quand même, c'était très intéressant. Par ici, la réception pour certaines gens était très difficile, ça améliorait énormément la réception, donc les téléviseurs sont répandus plus facilement puisqu'il y avait une réception plus facile. Parce que les frais d'antenne étaient quand même... je vois sur Condé, les premières installations d'antenne qu'on a vues, les gens recevaient les canaux de Caen ou du Mans et avaient des grandes antennes, ça coûtait relativement cher. Tandis qu'à Montlandon est apparu, c'était plus confortable. Puis alors c'était pour la couleur aussi. Dans notre cuisine, il y avait un grand poste de transistor qui appartenait à mon père. Et tous les matins, quand on prenait le petit déjeuner, on écoutait la radio. Et la télévision, c'est vrai qu'on regardait très souvent la télévision. Je ne me souviens pas à quelle époque elle est arrivée dans la maison. Je m'en souviens qu'on avait, la première c'était en noir et blanc. Hein. Ce que je me souviens énormément, c'est que tous les jeudis, à cette époque, il n'y avait pas école. Hein. Donc avec une copine qui habitait tout à côté de chez moi, qui elle n'avait pas la télé, tous les jeudis après-midi, il y avait des émissions à la télévision pour les enfants. C'était Walt Disney et il y avait Zorro, voilà, qui repasse à l'heure actuelle. Et c'est vrai que ça, je ne loupais aucun Zorro. C'était voilà. Donc, et les premières, c'était en noir et blanc, la première télévision. Oui. Alors ça, c'est le pick-up de mes frères. C'était surtout celui de mon frère Guy. Et donc, mon frère Alain, forcément, écoutait aussi les disques. Et moi, quand j'étais petite, je passais aussi les disques sur celui-là. Et je peux vous dire qu'il a bien fonctionné. Alors ça, salut les copains, oui, ça m'appartient. Donc c'est les années 1973, donc j'avais 14 ans. Et c'est vrai que c'était, je crois, tous les mois. Donc tous les mois, j'achetais salut les copains. Donc il y a toute la série. Donc, ah oui, c'est pareil, j'y tiens beaucoup. Voilà. Et vous alliez l'acheter où ? Alors, j'allais l'acheter, il y avait un marchand de journaux à Condé-sur-Huisne. Bon, la musique pour adolescents avec la fameuse émission Salut les copains.
avec mes copines de lycée et collège. Ben, on se réunissait avec des amis pour écouter, pour être devant, pour écouter Salut les copains. C'était un rendez-vous important. C'est quand même là qu'on découvrait ben, cette musique qui était pour nous, avec en particulier les chanteurs américains. Il y a le ciel, le soleil et la mer. La télévision, on l'a eue début des années 60. Avant que nous ayons la télévision à la maison, j'avais une amie dont la grand-mère avait un poste de télévision. C'était un des premiers postes de télévision à Auton. Donc là, on allait voir les émissions du jeudi après-midi avec Laurel et Hardy, et puis très souvent le petit train parce qu'il y avait des coupures. On a passé beaucoup de temps devant la mire et devant le petit train. Il n'y avait qu'une chaîne de télévision, donc avec une prédilection quand même déjà à l'époque pour l'émission 5 colonnes à la une. Et puis cette émission, comment ça s'appelait aussi là où on avait eu l'affaire Calas, La caméra explore le temps. Voilà, ça c'est vraiment les émissions qui m'ont marqué étant... Quand on a eu la télévision à la maison. Ça a été un peu long pour la bonne raison que, compte tenu du relief du Perche et de son caractère forestier, la télévision a été longtemps assez mal reçue dans le Perche. C'est-à-dire que les premières stations que l'on recevait, c'était Le Mans. Alors tous les percherons étaient sur Maillé. Puis ensuite est venue l'antenne de Montlandon. Et puis enfin, à partir de l'installation des Fers 3, je crois, on a eu l'antenne de Bubertré. Mais ça reste encore assez mauvais. Dans une partie du Perche, on ne prend pas les FR3 Caen. Donc on n'a pas notamment les actualités régionales. Alors de ce fait-là, on ne peut pas dire que ça ait réellement bouleversé les familles rapidement. Ça a été vraiment très progressif, l'invasion de la télévision. Alors, à l'occasion de quelques grandes manifestations internationales, enfin comme les cérémonies de la famille royale d'Angleterre, par exemple, ou alors des mondiaux de foot qui faisaient acheter des postes où les gens s'équipaient davantage. Mais je ne crois pas que ça ait joué un rôle déterminant dans le changement de l'orientation des loisirs. Ça a été très progressif. Nous reprenons l'antenne, mais malheureusement, nous n'avons pas grand-chose à vous dire parce que les dernières nouvelles que nous avons des coureurs sont encore assez éloignées. Il y a eu d'ailleurs le début de la télévision collective, où on allait chez des gens qui avaient la télévision, vous voyez. Ça s'est fait, ça, au début. Et puis ensuite, après le passage à la couleur, et puis l'abaissement du coût des postes de télévision également, ce qui a joué. Et notamment pour les retraites, par exemple. Le suprême cadeau, c'était le poste de télévision. C'était un symbole, vous voyez, que, étant donné qu'on n'avait plus d'activité professionnelle, on allait pouvoir se consacrer à regarder la télévision.